Les amis, bonjour, bienvenue sur les manches retroussées. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde maintenant la suite de la vidéo sur ce qu'on a fait dans la précédente vidéo, là où on parlait des impédances complexes et des grandeurs complexes ou des amplitudes complexes dans des circuits RLC linéaires. Dans des circuits linéaires. Maintenant, dans cette vidéo-ci, je voudrais qu'on s'attaque à un circuit RLC, mais on va aller et on va chercher toujours la tension au bord du condensateur, mais cette fois-ci, on va aller plus rapidement, plus directement, en passant bien sûr par les impédances complexes qu'on a vues dans la vidéo précédente. Donc pour cela, prenons un circuit RLC série, comme on sait le faire, avec une alimentation sinusoïdale, une résistance, une inductance et une capacité. Alors, ce qu'il faut d'abord savoir avant de commencer, c'est que là, même si on ne le dit pas, il faudra travailler dans les nombres complexes. Ça veut dire donc que quoi? Ça veut dire que lorsqu'on a un générateur de tension sinusoïdale comme celui-ci, la première des choses à laquelle il faut penser, c'est qu'on ne va pas travailler avec sa grandeur réelle, qui est E de T, mais on va travailler avec sa grandeur complexe, son amplitude complexe, qui est grand E bar. Ici aussi, on va travailler avec la grandeur complexe de la tension au bord de la résistance, qui sera U R bar. Ici, ça sera UL bar. Et ici, ça sera UC bar. Donc, bien sûr, on sait. Et là, bien sûr, il y aura un courant I bar qui va entrer dans le circuit électrique. Et avec les conventions récepteur-générateur, on sait que le sens de la tension dans un récepteur est toujours orienté de manière opposée au sens du courant dans le circuit. Et avec cela, donc, on va essayer de trouver l'équation de la charge au bord du condensateur. Pour trouver l'équation de la charge au bord du condensateur, bien sûr, on va passer par la tension au bord de ce condensateur-là. Donc, pour cela, allons-y, cherchons la tension au bord du condensateur, bien sûr, dans les nombres complexes. Et pour ce faire, on va utiliser une méthode qu'on a vue dans une des vidéos précédentes sur la chaîne, qui était le point diviseur de tension. Donc, le point diviseur de tension nous dit que pour déterminer la tension au bord de UC, donc UC bar, c'est quoi? C'est l'impédance du condensateur bar. Bien sûr, on travaille dans les nombres complexes sur la somme des impédances dans le circuit. Donc, sur ZC bar plus ZL bar plus ZR bar. Bien sûr, multiplié par E bar. Alors, ici, à partir de là, on va remplacer les impédances complexes par leur valeur. La valeur de l'impédance complexe au bord d'un condensateur, c'est 1 sur J oméga. Sur 1 sur J oméga. Plus la valeur de l'impédance complexe au bord d'une bobine, c'est JL oméga. Ça, ce sont des compétences qu'il faut avoir, bien sûr, quand on fait de l'électronique. Ici, je ne mets plus E bar parce que E, c'est une grandeur réelle. En fait, E ici représente la valeur maximale de la tension au bord la tension délivrée par le générateur de tension. Donc, avec ça, on peut déterminer UC. En faisant quoi? Bien sûr, on va réécrire cette équation-ci avec un peu plus élégamment. On va multiplier le numérateur et le dénominateur par J, c'est oméga. On aura donc quoi? On obtient UC bar égale à 1 au numérateur, divisé par 1 au dénominateur, plus JL oméga multiplié par JC oméga, J au carré c'est moins 1, on aura LC oméga 2, donc moins LC oméga 2, plus JRC oméga, multiplié par E. Bon, maintenant, la prochaine étape, quand vous travaillez avec des groupements ou dans des circuits électriques, ce qu'il est important de savoir, même dans toute la physique, c'est toujours se demander si est-ce que ce qu'on fait est en accord avec l'analyse dimensionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand vous travaillez en physique, il faut toujours se demander si vous êtes avec des groupements sans dimension, surtout en électronique. Or, on sait très bien que les groupements LC oméga 2 sont des groupements sans dimension, les groupements JRC oméga sont des groupements sans dimension. Pourquoi? Parce que si on prend un circuit RL et qu'on cherche un temps caractéristique dans le circuit RL, ce taux-là sera toujours égal à L sur R. Si on prend un circuit RC, appelons ça taux 1. Si on prend un circuit RC et qu'on cherche le temps caractéristique dans le circuit RC, ce temps caractéristique-là sera toujours égal à RC. Donc, si on fait le produit taux 1, taux 2, ça ne sera rien d'autre que RLC sur R. Donc, on obtient LC. On voit très bien que quoi? Que taux 1, taux 2, qui est un temps au carré, a la dimension de LC. Donc, LC a la dimension d'un temps au carré. Or, la fréquence a la dimension de l'inverse d'un temps. Donc, l'inverse d'un temps au carré multiplié par un temps au carré, bien sûr, on voit que ce groupement-ci est un groupement sans dimension. Pareil ici, RC, c'est un temps caractéristique. Oméga, c'est l'inverse d'un temps caractéristique. Donc, ce groupement JRC aussi est un groupement sans dimension.
Donc, à partir du moment où on a vérifié que notre équation est bien homogène, on peut continuer. On cherche, n'oublions pas qu'on cherche la charge au bord de notre condensateur, donc Q. Donc, on va remplacer UC bar par sa valeur, qui est Q bar sur C. Donc, faisons-le. Donc, on aura Q bar sur C égale à E sur 1 moins LC oméga 2 plus JRC oméga. Donc, Q bar vaut EC sur 1 moins LC oméga 2 plus JRC oméga. Ce qu'on remarque ici, c'est que le numérateur est exactement le numérateur de l'équation de Q bar au bord de notre condensateur dans le circuit RL. Dans le circuit RC, pardon, lorsqu'il n'y avait pas de bobine. Donc en fait, c'est la même chose. Et en dessous, au dénominateur, ce qui change, c'est juste le terme en L moins LC oméga 2. Donc en fait, c'était exactement la même chose, mais le terme qui apparaît en plus, c'est moins LC oméga 2 lorsqu'on ajoute la bobine en série dans notre circuit électrique. Maintenant, donc, on a déterminé la valeur ou alors l'équation de la charge au bord du condensateur. Vous voyez que c'est allé très rapidement parce qu'on est passé directement par les impédances complexes. Maintenant, donc, on va essayer de déterminer le module et l'argument. Pourquoi le faire? Parce qu'on cherche la valeur réelle de notre Q au borne de. On cherche la valeur réelle de notre Q de T. Donc, Q de T comme cela. On sait que ce Q de T là, c'est Q max cosinus de oméga T plus un phi Q. Donc, ce qu'on cherche, c'est le Q max et le phi Q. Le Q max est donc donné par le module de Q bar, qui est l'amplitude complexe, et le phi Q est donné par l'argument de Q bar, qui est l'amplitude complexe. Donc, maintenant, allons-y, trouvons ce QM-ci. Le module de Q bar sera donc donné par quoi? Donc, QM égale au module de Q bar sera donné par le module de cette quantité-ci. Donc, le module de EC sur 1 moins LC oméga 2 plus JRC oméga. Et le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Et le module d'un produit, c'est le produit des modules. Donc en fait ici, ça ne sera rien d'autre que le module de EC. En fait c'est EC puisque c'est une grandeur réelle. Sur le module de cette quantité, si on voit que c'est un nombre complexe, donc ça sera la racine carrée de 1 moins LC oméga au carré, le tout au carré, plus R2C2 oméga 2. Donc voilà à quoi est égal QM, qui est le module de notre grandeur complexe. En fait, réécrivons ça un peu plus visiblement. Donc Q bar, le module de Q bar, c'est EC sur la racine carrée de 1 moins LC oméga 2 au carré plus RC oméga au carré. Bien sûr, ici, il faut bien tenir compte que la formule dit que c'est la racine carrée de A au carré, de la partie réelle au carré, plus la partie imaginée au carré. Ne prenez pas le J si vous l'élevez au carré et puis vous dites que ça fait moins 1, non. C'est plus ici. Maintenant, donc, on a déterminé notre module. Ce qu'on peut tenter de faire, c'est de regarder comment est-ce que le module de la charge au bord du condensateur va se comporter lorsqu'on va faire varier la fréquence dans notre circuit. Comment est-ce que cette quantité-ci va se comporter? Donc, Q bar, QM. Pour ce faire, donc, on va essayer de travailler sur la fréquence, bien sûr. On va voir à quel moment, quand la fréquence est très faible, comment est-ce que ça se comporte. Quand la fréquence est très élevée, comment est-ce que ça se comporte. Donc, on va prendre la limite. Bien sûr, pour faire cela, on va travailler sur la limite. La limite de Q bar, du module de Q bar, lorsque oméga est très faible, donc pour les basses fréquences, ça sera quoi? Son équivalent, ça sera la limite de EC au numérateur. Puisque oméga tend vers 0, donc le terme qui va dominer, ça sera 1. Donc quand oméga tend vers 0, donc ceci va rien d'autre que EC. Maintenant, la limite de Q bar lorsque oméga est très grand, donc tend vers l'infini, ça sera égal à quoi? Ça sera la limite quand oméga tend vers l'infini de quoi? De EC toujours au numérateur, son équivalent. Et l'équivalent du dénominateur, on voit que quoi? On voit que la partie qui va aller plus rapidement vers l'infini, ça sera LC oméga 2, parce que ici oméga est au carré. Et si on ajoute le carré, oméga sera la puissance 4. Or, ici oméga n'est qu'à la puissance 2, donc son équivalent, la partie qui va tendre plus vite vers l'infini, ça sera cette quantité-ci, donc sur 1 moins LC oméga 2, le tout au carré. Et en fait, cette quantité-ci nous donne quoi? Un réel, ça nous donne un réel sur l'infini qui va donner 0. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que lorsque oméga est très petit, le module sera
une quantité réelle EC. Et lorsque oméga sera très grand, le module sera nul. Donc on peut tracer ce diagramme-là très rapidement. Ça ne nous prend pas beaucoup de temps. Ici, on aura le module de Q bar. Ici, on aura la fréquence. Là, on a 0. On voit que lorsque oméga vaut 0, donc oméga vaut 0, Q vaut EC. Donc on a un maximum à EC quelque part là. Et puis quand oméga vaut l'infini, là, Q vaut 0. Donc la fonction va partir là sur l'axe et puis venir dormir sur l'axe des abscisses parce que l'axe des abscisses c'est une asymptote horizontale à notre fonction. Donc vous voyez qu'on a, voici en fait la courbe qu'on obtient lorsqu'on cherche à tracer, lorsqu'on cherche le comportement de la charge au bord du condensateur en fonction de la fréquence. Lorsqu'on fait varier la fréquence dans notre circuit, donc lorsqu'on fait varier la fréquence du générateur, comment est-ce que la charge se comporte en module bien sûr. Maintenant qu'on a déterminé le module et le comportement du module même en fonction de la fréquence, essayons de voir ce qu'il en est de son argument ou de sa phase. Comment est-ce que la phase se comporte. Donc on va déterminer d'abord la phase en prenant l'argument de Q bar et puis on va voir un peu à peu près comment est-ce que la phase se comporte lorsqu'on fait aussi varier la fréquence du générateur basse fréquence. Donc c'est ici quand même qu'il faut être un peu concentré parce que le calcul du module est souvent très simple à faire, mais le calcul de l'argument l'est un peu moins. Parce que ici, bon, on voit que phi Q sera l'argument de Q bar, puis encore l'argument de EC sur 1 moins LC oméga 2 plus JRC oméga. L'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments, et l'argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc, ça sera égal à l'argument de EC directement, je prends EC directement, moins l'argument de 1 moins LC oméga 2 plus JRC oméga. Alors, ici, on a affaire à un nombre réel strictement positif, l'argument d'un nombre réel est nul, et ici, on aura affaire à l'argument d'un nombre complexe. Ce qu'on pourrait être tenté de faire, c'est de dire que l'argument de ce nombre complexe-ci, c'est encore la tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. C'est très dangereux de le faire. Pourquoi? C'est très dangereux parce que vous n'aurez pas la bonne angle dans tous les cas lorsque vous ferez ça. Pour avoir le bon angle, lorsque vous prenez la tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle, il faudrait que la partie réelle de ce nombre complexe soit strictement positive. Pour que l'arc tangente soit compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Or, ici, on ne connaît pas le signe de cette quantité-ci. On sait que c'est 1 moins LC oméga 2. À quel moment est-ce qu'elle est positive? À quel moment est-ce que cette quantité-ci est positive? À quel moment est-ce qu'elle est négative? On ne sait pas. Donc, ce qu'on doit faire dans ce cas-ci, c'est faire une disjonction de cas. Quand 1 moins LC oméga 2 est positif, on peut prendre la tangente. Mais quand 1 moins LC oméga 2 est négatif, on va procéder d'une autre manière pour déterminer son argument. Donc, ici, ça sera égal à moins l'argument de 1 moins LC oméga 2 plus JRC oméga. Et puis là, donc, on va prendre la disjonction de cas. Premier cas, on se dit que 1 moins LC oméga 2 est positif, strictement positif. Si 1 moins LC oméga 2 est strictement positif, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que moins LC oméga 2 est plus grand que quoi? Moins LC oméga 2 est plus grand que moins 1. Ça veut dire que LC oméga 2 est plus petit que 1, bien sûr, lorsqu'on multiplie par moins. Et puis ici, on peut tirer oméga. Oméga donc sera plus petit que 1 sur la racine carrée de LC. Et il faut bien retenir cette valeur-ci, 1 sur racine carrée de LC, c'est une valeur qui est très importante en électronique lorsqu'on travaille sur les circuits RLC série. Donc ça, c'est la première partie. Dans ce cas-ci, on voit que l'argument, dans ce cas-ci, on peut prendre directement la tangente. Donc ici, on peut dire que ça sera que phi q, dans ce cas, sera égal à moins l'arc tangente. On a que phi q sera égal à moins l'arc tangente de la partie imaginaire, donc de RC oméga, sur la partie réelle, donc 1 moins LC oméga 2. 1 moins LC oméga 2. Voilà en fait à peu près à quoi est égal, c'est même exactement à quoi est égal notre argument, l'argument de Qn, donc phi q, lorsque oméga est très petit. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis une égalité. Lorsque oméga est petit devant 1 moins L, devant 1 sur racine carrée de LC. Dans ce cas-ci, donc 1 moins LC oméga est positif dans la partie réelle. Maintenant, on va s'attaquer au cas où la partie réelle est négative. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, le deuxième cas, on a que 1 moins
LC oméga 2 est négatif. Ce qui veut dire quoi? Que 1 est plus petit que LC oméga 2. Ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire que LC oméga 2 est plus grand que 1 d'abord. Enfin, que oméga est plus grand que 1 sur racine carrée de LC de LC. Donc, ici donc, à ce moment-ci, comment est-ce que l'argument de notre Q se comporte? Donc, phi Q devient quoi? Phi Q devient l'argument ou moins l'argument de 1 moins LC oméga 2 plus JRC oméga. Ce qui va donner donc dans ce cas-ci, puisque la partie réelle est strictement négative, alors on doit ajouter ce qu'on appelle pas un déphasage, mais une valeur qui va faire en sorte que la valeur de notre argument qu'on va déterminer ici, ou de notre arc tangent qu'on va déterminer ici, soit bien définie dans le cercle trigonométrique. Si on fait un cercle trigo et comme ça, on va se rendre compte que si on prend la tangente ici, de ça divisé par ça simplement, sans ajouter une compensation, alors ça sera pas le bon résultat. Donc ici, phi Q ne sera rien d'autre que moins l'arc tangent de RC oméga sur 1 moins LC oméga 2. Et là, la compensation qu'on va ajouter, ça sera un facteur de pi, ou moins pi, pardon. De moins pi. Donc en fait, voilà quoi le déphasage est égal lorsque la partie réelle est strictement négative. Il ne faut pas se tromper. Quand la partie réelle est positive, il y a une façon de le faire. Quand la partie réelle est négative, c'est cette manière-ci qu'on utilise. Et le troisième cas, enfin, on va examiner le cas où 1 moins LC oméga au carré est nul. Ça veut dire en fait que oméga est égal à la pulsation propre du circuit. Donc on excite le circuit sur sa pulsation propre. Donc oméga est égal à 1 sur la racine carrée de LC oméga, de LC. Qu'est-ce que ça nous donne dans ce cas-là? Ça nous donne tout simplement que, puisque cette partie-ci devient nulle, alors l'argument de ce nombre complexe ici, c'est l'argument d'un nombre complexe, c'est l'argument d'un imaginaire pur. Or, l'argument d'un imaginaire pur, c'est pi sur 2. Avec le moins qui est devant, ça devient moins pi sur 2. Donc, phi, ça devient l'argument ou moins l'argument de JRC oméga. Et à ce moment-là, phi Q devient moins pi sur 2. Puis c'est l'argument d'un imaginaire pur. Et maintenant qu'on a fait cette disjonction de cas-ci, qu'on a ces trois cas-ci, ce qu'on peut faire, c'est de faire le même travail qu'on a fait avec le module. Mais vous voyez que c'est un travail qui n'est pas facile parce qu'avec le module, on n'avait qu'une seule valeur du module, on pouvait travailler avec cela comme à notre convenance. Ici, donc, on a trois valeurs. Mais si on veut faire le même travail qu'avec le module, ça ne va pas déranger. Pourquoi? Parce que ici, on va travailler un peu comme en mathématiques lorsqu'on avait une fonction définie par intervalle. On voit que cette valeur de Q, de phi de Q ici n'est définie que lorsque oméga est très petit. Donc, pour des faibles valeurs de oméga. Lorsqu'on va travailler, on va chercher le comportement de phi de Q. Quand oméga est très petit, ce n'est qu'avec cette valeur de l'argument qu'on devra travailler. Par contre, ici, lorsque on va vouloir travailler avec des valeurs très grandes d'oméga, c'est avec cette valeur de phi ici qu'on va travailler. Et lorsque on voudra que oméga soit égal à oméga 0, donc pour une valeur intermédiaire, c'est avec cette valeur-ci de oméga, de phi qu'on va travailler, donc moins pi sur 2. Donc vous voyez que c'est un peu comme en mathématiques, ça sera comme en maths, ça sera une fonction définie par intervalle. Donc allons-y, cherchons alors la valeur de Q lorsqu'on fait tendre oméga vers 0. Donc la limite de phi de Q lorsqu'oméga tend vers 0 ne sera rien d'autre que la limite de cet arc tangente là. De moins l'arc tangente, en fait ça sera, on peut faire ça un peu comme une équivalence, on peut prendre des équivalents. Bon, ça ne dérange pas ici puisqu'on est en 0. Ça sera la limite de moins tangente de LC oméga sur 1 moins LC oméga carré. Quand oméga tend vers 0, cette valeur-ci, on voit que c'est 0 numérateur. Donc quand oméga tend vers 0, cette valeur-ci tend vers 0 parce que au numérateur c'est 0 et au dénominateur c'est 1, donc là c'est 0. De même, la limite quand de phi Q, quand oméga tend vers l'infini, donc ici oméga c'est une très grande valeur d'oméga qu'on a,
Donc, on va travailler avec oméga lorsque oméga est très grand. Donc, cette valeur-ci, on voit que quand oméga tend vers l'infini, ici, si on prend l'équivalent, ça sera égal à moins l'arc tangent. Son équivalent, en fait, ça sera moins l'arc tangent de R c'est oméga. Puisque c'est R c'est oméga qui domine au numérateur et au dénominateur, c'est moins L c'est oméga 2 qui domine. Donc, moins L c'est oméga 2 moins pi. Or, qu'est-ce que vaut cette valeur-ci en l'infini? Ici, ça sera un réel sur l'infini qui va donner 0. Donc, A tangent de 0, c'est 0. Donc, moins pi. On reste avec moins 180 degrés. On travaille avec l'exemple en degrés. Et enfin, lorsque oméga tend vers une valeur intermédiaire, on va prendre comme une valeur qu'on connaît déjà, oméga 0, qui est la pulsation propre. On a vu que phi de q est égal à moins pi sur 2. Donc, la limite de phi de q quand oméga tend vers oméga 0 est égale à moins pi sur 2. Donc, moins 90 degrés. Avec donc ces trois valeurs, si on peut tracer très rapidement un diagramme comme on l'a fait tout à l'heure, si on a un diagramme comme cela, ici c'est les angles oméga, et là on a phi l'argument. Ici c'est la fréquence oméga, et là c'est l'argument phi. On voit que quoi? Ici c'est 0, et là on a pris une valeur intermédiaire oméga 0. On voit que quoi? Que lorsque oméga était égal à oméga 0, ici, on avait moins pi sur 2 quelque part vers là, moins pi sur 2. Et ici, on a moins pi. Donc, moins pi, ça va avoir les angles en degrés. Ici, on a moins 90 degrés. Et là, on a moins 180 degrés. Donc, on voit que lorsque oméga vaut 0, phi vaut 0. Donc, ça commence là. On a un point là. Il descend. Lorsque oméga vaut oméga 0, donc ici, lorsque oméga vaut oméga 0, phi vaut moins 90 degrés, donc là. Et ici, on voit que la courbe va passer sans être déviée, donc elle va passer là. Et puis, lorsque oméga vaut l'infini, phi vaut moins 180 degrés, donc là. Lorsque oméga vaut l'infini, phi vaut moins 180 degrés, donc il va venir dormir en un point infini, moins 180 degrés, donc il va partir comme ça. Vous voyez que c'est une très belle courbe. Donc, le tracé a été fait un peu brutalement, je l'avoue, mais en fait c'est une esquisse. Ce n'est pas un dessin là, mais c'est une esquisse. Et ça nous montre exactement comment se comporte la charge. Mais le plus important ici, c'est qu'on voulait voir comment est-ce que se comporte la charge au bord du condensateur lorsqu'on fait varier la fréquence du générateur basse fréquence. On voit que la phase se comporte telle qu'on la voit là. Déjà, elle n'est même pas positive, elle est complètement négative. Elle commence en 0, elle descend jusqu'à moins pi sur 2, oméga 0, et puis elle part dormir sur une asymptote horizontale en l'infini, moins 180 degrés. Donc ici, il y a une asymptote horizontale là. Elle va dormir sur cette asymptote. Voilà à peu près à quoi correspond cette courbe-là. Alors, on a terminé notre étude. Elle était belle, je l'avoue. Et j'espère que vous avez pris du plaisir aussi en regardant. N'hésitez pas à travailler, n'hésitez pas à refaire cet exercice-ci. Ici, on a fait ce calcul-ci pour la charge du condensateur, la charge aux bornes du condensateur. Mais vous pouvez faire ce calcul pour la tension aux bornes, par exemple, de la résistance ou même de la bobine. Ce sont des choses avec lesquelles on arrive très facilement à jouer et qui nous donnent des résultats souvent assez sympas à regarder. Donc, n'hésitez pas à travailler, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Amusez-vous avec. Et puis, rendez-vous dans une prochaine vidéo pour laquelle on parlera certainement du facteur de qualité. À quoi correspond le facteur de qualité dans un circuit électronique? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on peut faire pour que ça nous aide dans la vie de tous les jours? Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien.